Europe 16h-18h, 1, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. le récit. Il est le plus français des peintres hollandais, devenu célèbre après sa mort, qui s'est lui-même donné. Sa vie était bien moins lumineuse que ses toiles. Tendez bien l'oreille, Stéphane Bern nous raconte Vincent van Gogh, le peintre qui a fini à l'asile. Tendez l'oreille, non mais... Mais je suis choqué moi-même, vous savez Stéphane. Il s'est produit en janvier 2020 un petit événement dans le monde de l'art. Les experts ont enfin confirmé l'authenticité d'un portrait de Vincent van Gogh exposé à Oslo. Leur conclusion a non seulement mis un point final à 50 ans de débats enflammés, mais elle a surtout remis sur le devant de la scène l'une des toiles les plus curieuses du peintre néerlandais. Si Van Gogh a laissé une quantité impressionnante de portraits de lui-même, celui-ci marque les esprits avec ses couleurs froides et bleutées, bien loin des teintes éclatantes qu'on lui associe souvent. À travers ce visage amer et fermé, le peintre a immortalisé consciemment sa fragilité mentale, comme pour la dompter, à un moment où il va mal, interné qu'il est à l'asile de Saint-Rémy de Provence. À cette date, Van Gogh a déjà un parcours médical peu enviable derrière lui. Entre crise de démence et maladies vénériennes, tout avait pourtant bien commencé pour l'artiste. Vincent est le rejeton d'une famille de marchands d'art hollandais, au destin tout tracé depuis sa naissance en 1853. Pendant les 27 premières années de son existence, Van Gogh n'a d'ailleurs pas touché le moindre pinceau, occupé à passer par toutes les filiales de la société familiale. La Haye, Bruxelles, Londres, il a déjà vu du pays lorsqu'il arrive à Paris en 1875, passablement écœuré de ce métier de négociant, bien trop mercantile à son goût. Lorsqu'il se lance dans la peinture au début des années 1880, Van Gogh a donc 27 ans. C'est tard, d'autant qu'il n'a aucun bagage académique. En parfait autodidacte, il se forme en observant la technique du travail des peintres qu'il admire, comme Jean-François Millet, auteur du célèbre Angélus. Dépendant financièrement de son frère Théo, Vincent peint déjà quelques chefs-d'œuvre comme Les Mangeurs de pommes de terre ou Chaumière à la tombée du jour. À la mort de son père, Vincent s'installe à Anvers, en Belgique, puis tente sa chance à Paris. Le succès n'est toujours pas au rendez-vous, mais il croise d'autres peintres comme Toulouse-Lautrec, Seurat ou Signac et décide d'abandonner sa palette sombre pour explorer les couleurs plus vives. 2 ans plus tard, affaibli, fatigué et déjà dépressif à force de n'exposer que dans des cafés ou des arrière-boutiques, Van Gogh se décide à quitter l'agitation parisienne. Il part pour le Midi guidé par un vieux rêve, créer là-bas une communauté de peintres et d'artistes quelque part en Provence. Parti pour Marseille, Vincent van Gogh s'installe finalement à Arles en février 1882. Il arpente la ville et ses alentours, séduit par les paysages qui changent au gré des sentiers perdus entre le bleu des ciels du Midi et le jaune vif des blés, et tombe amoureux de la lumière provençale, cette lumière qui éclaire alors ses toiles comme jamais encore. Vincent peint sans cesse, malgré ce Mistral à décorner les bœufs dont il se plaint à Théo, mais qu'il renverse son chevalet et fait tomber ses pinceaux. Mais comme il l'écrit, quand il fait du Mistral, c'est pourtant juste le contraire d'un doux pays ici, car le Mistral est d'un agaçant. Mais quelle revanche lorsqu'il y a un jour sans vent, quelle intensité des couleurs, quel air pur, quelle vibration sereine. Il immortalise les moissons et la vie tous les jours, comme avec cette fameuse terrasse du café le soir, place du Forum, avec sa façade dont le jaune éclatant contraste avec le bleu profond d'une nuit, aux étoiles étincelantes. En 16 mois, Van Gogh peint plus de 200 toiles dans l'atelier de sa maison jaune, pas très loin des arènes. Par intermittence, au moins, Vincent est heureux et plus encore lorsque Paul Gauguin le rejoint à l'automne 1888, relançant son rêve de communauté d'artistes. Pendant quelques semaines, tout va bien. Les deux hommes s'inspirent et se conseillent. Et puis, il y a cette nuit étrange, celle que Vincent appellera la catastrophe, où une brouille éclate entre les deux artistes. Van Gogh menace Gauguin d'un rasoir et une fois rentré chez lui, dans sa maison jaune, se tranche l'oreille gauche. On le conduit tout sanguinolent à l'hôpital. La blessure est très grave, mais on le soigne bien. Et Théo, débarqué de Paris en urgence, sent bien que ce n'est pas le corps de son frère qui est malade, mais sa tête. D'ailleurs, ce peintre un peu fada, comme on dit là-bas, souvent ivre d'absinthe, fait peur dans le quartier. 1 mois après sa sortie de l'hôpital, 30 de ses voisins adressent une pétition à la mairie pour réclamer son internement de force. En mai 1889, Vincent décide de se faire soigner. À sa demande, il entre à l'asile Saint-Paul de Saint-Rémy de Provence, un magnifique monastère tenu par des franciscains. On le traite bien,
On lui trouve un atelier. C'est là qu'en un an, Van Gogh peint certaines de ses plus belles toiles. Des oliviers, des cyprès, des champs de blé. Sa plus célèbre Nuit étoilée, des ravines. La reconnaissance s'installe. Par les lettres que Théo lui adresse, Vincent apprend qu'on parle de lui à Paris, même si cela se cantonne au petit monde des peintres d'avant-garde. Après un an, Vincent se sent assez remis pour quitter l'asile et rejoindre Paris, avec l'idée de se rapprocher de son frère. Van Gogh retrouve là-bas une agitation qui n'arrange pas son état nerveux. Le peintre s'installe alors à une quarantaine de kilomètres de Paris, à Auvers-sur-Oise, un village fréquenté par toute une petite communauté de peintres comme Sisley, Cézanne ou Pissarro. Van Gogh peint le village, son église et ses ruelles et se promène dans la campagne alentour, toujours équipé de son chevalet, de ses couleurs et de sa palette. Il en reste quelques-unes de ses toiles, les plus célèbres, comme le champ de blé sous un ciel orageux, ou le champ de blé avec corbeau, une toile frappante avec ses 3 chemins qui se perdent au milieu des épis couchés par le vent, sous un ciel sombre où s'envole une nuée de corbeaux noirs. Pour beaucoup, cette vision angoissée raconte déjà la mort qui rôde autour de Vincent Van Gogh, de plus en plus incohérent, sujet à des crises de tristesse et de mélancolie de plus en plus puissantes. Personne ne saurait dire de quoi il souffre, pas même le docteur Gachet, qu'il a pris sous son aile et qu'il peindra aussi dans un tableau devenu célèbre. Ces symptômes peuvent aussi bien évoquer une forme d'épilepsie ou de psychose que la bipolarité ou pire encore, la schizophrénie. Le 27 juillet 1890, Vincent part comme souvent pour l'après-midi avec tout son barda. On ne le voit revenir à l'auberge que le soir, silencieux, et une main pressée sur la poitrine. L'aubergiste, inquiet, le trouve dans sa chambre prostré. Vincent s'est tiré une balle dans la poitrine. On appelle le docteur Gachet qui comprend vite qu'il n'y a rien à faire. La balle a été déviée par une côte et s'est logée dans son aine. Aucun chirurgien ne peut le sauver. Vincent Van Gogh, lui, répète à qui veut l'entendre « Mon geste était voulu et lucide. Je l'ai fait pour le bien de tous. » Lorsque son frère Théo arrive le lendemain, il comprend vite que le Vincent est perdu. Il s'assied alors à côté de ce frère qui agonise et passe la nuit là, dans cette chambre où le peintre a rêvé de tableaux qui vaudront bientôt des millions. À 1h30 du matin, Vincent finit par s'éteindre, à 37 ans à peine. C'est Théo qui lui ferme les yeux. C'est Théo encore qui croise les mains de Vincent sur sa poitrine, ses mains encore couvertes de peinture. Dans sa poche, Vincent avait le brouillon d'une lettre qui lui était destinée, la 625e et dernière. Une lettre qu'il avait fait partir avant d'aller se tuer dans l'un de ces champs de blé qu'il aimait tant, épuisé par la folie contre laquelle il aura lutté toute sa vie.